Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre grand rendez-vous de l'information. Nous parlerons ce soir d'une pratique dangereuse qui prend de l'ampleur en Afrique, la consommation du tabac. Dans ce journal, nous aborderons le sujet en ce qui concerne les mesures réglementaires qui peuvent être prises par les décideurs. Ils sont reconnus au premier regard et ça grâce à leur pouce-pouce. On les appelle les vendeurs de thé ambulants. Nous les avons posé des questions sur leurs activités qui semblent être en plein essor et nous vous en donnons la suite dans quelques instants. André Rajoelina a été réélu ce samedi pour le compte du premier tour des élections présidentielles au Madagascar. On en parle dans le développement. Et enfin, nous nous intéresserons également aux élections présidentielles qui se préparent aux Comores. La candidature d'Azali Assoumani, le président sortant, a été approuvée par la Cour suprême comorienne. On vous donne les détails, restez avec nous. Bienvenue à tous. La commission d'enquête sur les fonds Covid-19 a écouté les deux parties ce vendredi. Les ministres et la Cour des comptes se sont affrontés dans un débat explicatif devant la commission et les partenaires financiers. Bien entendu, la commission est restée encore sur sa soif. Kofi Klié. Après avoir écouté les deux parties, on s'est rendu compte qu'il y a encore des zones d'ombre. En tout cas, les réponses des uns et des autres ne concordent pas. C'est le résumé qu'a fait l'honorable Bernadette Leguezim Balouki des auditions de ce vendredi, présidente de commission parlementaire d'enquête sur la gestion des fonds Covid-19. Elle a invité la Cour des comptes et les ministres à venir s'expliquer devant la commission en présence des partenaires financiers. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, Kodjo Sevon-Tepe Adedje, ministre de l'urbanisme, Christian Eninam Trimois, ministre des Droits de l'Homme, Sina Lawson de l'économie numérique et Yark Damran de l'eau et de l'hydraulique villageoise ont tous donné des éclaircissements sur la gestion faite des fonds alloués à chacun de leurs ministères. Cependant, pour la Cour des comptes, même si on ne peut pas dire tout de go qu'il y a malversation financière, le rapport d'audit relève des dysfonctionnements graves qui sautent aux yeux. Selon la commission d'enquête, le débat est très contradictoire entre les deux parties. Pour l'heure, la Commission ou le Parlement ne peut pas encore tirer des conclusions. Toutefois, un rapport de l'audition sera présenté à la prochaine plénière à l'ensemble des élus du peuple. Afin de renforcer la résilience des populations du nord du Togo, le programme d'urgence pour la région des Savanes Purs a été lancé en 2022. Il était censé accomplir un certain nombre de choses dans les domaines de la sécurité, de la santé et de l'économie, entre autres. Où en est-il aujourd'hui avec cette mission? Jessica Allo et Bernard Canvi nous donnent plus de précisions. La région des Savanes au Togo est confrontée à des attaques récurrentes de groupes armés qui ont des conséquences dévastatrices sur les familles et les communautés locales. Face à cette situation alarmante, le président de la République a réaffirmé sa détermination à défendre le territoire national et à vaincre les terroristes, tandis que le Conseil des ministres a adopté des mesures pour renforcer la résilience des populations touchées. Des mesures spécifiques ont été mises en place dans les domaines de la sécurité, du social, du sanitaire et de l'économique afin de renforcer la résilience des populations dans la région des Savanes. Après plus d'un an de mise en œuvre, ces actions ont commencé à porter leurs fruits. Dans le secteur de l'eau, près de 80 000 personnes ont désormais accès à l'eau potable, augmentant le taux de déserte en milieu rural de 64% en 2021 à 73,5% en 2022. De même, l'électrification rurale a progressé, permettant à 15 000 ménages supplémentaires d'accéder à l'électricité. Le secteur agricole a également bénéficié de mesures visant à renforcer la résilience des populations touchées par les attaques terroristes. Des aménagements de bas-fonds ont été réalisés pour faciliter l'agriculture et plus de 21 000 tonnes d'engrais vivriers ont été distribués. De plus, des kits d'irrigation ont été fournis et des forages ont été construits pour améliorer l'accès à l'eau dans les zones rurales. Ces initiatives visent à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir le développement économique des communautés touchées.
Et dans le cadre du projet de développement et de gouvernance minière, dont l'objectif est d'améliorer la gouvernance du secteur et de renforcer son efficacité, des élus locaux ont été outillés sur l'élaboration de la mise en œuvre des plans d'action et de réinstallation, mais également des conditions de gestion des plantes des projets miniers. Promis, Momibé et Kofi Kligé. Manque d'informations minières, déficit d'infrastructures, absence de documents stratégiques de développement, le secteur minier togolais fait face à de nombreuses difficultés mettant à mal son développement. Dans la perspective de trouver des solutions adaptées aux difficultés qui minent le secteur, les autorités ont initié le projet de développement et de gouvernance minière PDGM, financé à hauteur de 15 millions de dollars US par la Banque mondiale. L'objectif est celui de rationaliser les structures institutionnelles des organisations clés du secteur des industries extractives afin de renforcer leur efficience et leur redevabilité de manière à garantir une gestion efficace du secteur. Un des aspects de la gouvernance du secteur est celui de la gestion environnementale et sociale, s'appuyant sur les solutions aux questions environnementales et sociales caractérisant le secteur. Grâce à une évaluation environnementale stratégique réalisée dès l'entame du projet, l'on a pu mettre en place des recommandations destinées à relever les défis. Il s'agit d'un document dont l'objectif est de fournir les règles applicables en cas de réinstallation et permettre l'identification des individus qui pourraient être affectés par l'exécution d'un projet. Récemment, une formation a été initiée à l'endroit des élus locaux en vue d'outiller ces acteurs clés pour élaborer et mettre en œuvre les plans d'action de réinstallation et des mécanismes de gestion des plaintes des projets du secteur minier. Un phénomène qui prend de l'ampleur et auquel il faudra accorder un intérêt particulier afin d'y mettre fin, c'est le trafic des travailleurs migrants togolais. Ils sont nombreux à déserter le pays pour l'étranger et ça pour de diverses raisons. Jessica Allo nous présente la situation dans ce récit, l'essentiel qu'il faut savoir. Le trafic des travailleurs migrants du Togo est un phénomène complexe qui implique de nombreux facteurs et a des conséquences importantes. Comptant actuellement plus de 8 millions d'habitants avec un taux de croissance annuelle de sa population de 3%, le Togo avait en 2015 446 982 de ses ressortissants qui étaient immigrés, soit 6% de sa population. Un taux en constante évolution depuis les années 90. On peut conclure que le Togo est plus un pays de départ et de transit que d'accueil de migrants. Ces travailleurs migrants togolais sont souvent motivés par des facteurs tels que la recherche d'opportunités économiques, le chômage élevé, la pauvreté, l'instabilité politique et les conflits. Ils peuvent être attirés par des perspectives d'emploi dans d'autres pays de la région, en Europe ou ailleurs. Le trafic des travailleurs migrants peut avoir de graves conséquences sur les individus concernés et sur la société dans son ensemble. Certains migrants sont victimes d'exploitation, de travail forcé, de traite des êtres humains et d'autres formes d'abus. Ils peuvent également être confrontés à des conditions de vie difficiles, à des problèmes de santé et à des violations de leurs droits fondamentaux. Il est important de souligner que les solutions à ce problème complexe nécessitent une approche globale et une coordination entre les différents acteurs impliqués, notamment le gouvernement, les organisations internationales, la société civile et les communautés locales. Soit vous les aviez déjà vus défiler dans la rue, soit vous avez été l'un de leurs clients. Tout compte fait, ils ne peuvent pas passer inaperçus et eux, ce sont les vendeurs de thé ambulants. Dans le reportage qui suit, Cyril Lawson s'est intéressé de près à leur activité qui semble être en plein essor avec une clientèle fidèle. Qu'est-ce qui expliquerait cette situation? On vous laisse le découvrir dans ce qui suit. Nous, là, si on a purée de le matin, à 5 heures, on va sortir. Et c'est parti pour une balade d'au moins 5 à 6 heures, arpentant les artères de Lomé, la capitale togolaise, avec un pousse-pousse, équipé de matériel de travail, thermos, bouteilles de gaz, du lait, du citron, du gingembre entre autres, à la recherche du moindre riverain, potentiel consommateur. Pas étonnant, ces derniers ne manquent jamais au rendez-vous, qu'ils soient à pied, à moto ou en voiture, en tout cas, aucun mal à s'arrêter pour prendre leur petit déjeuner. Bon, moi personnellement, c'est le manque du temps qui me pousse à prendre du thé chez les vendeurs ambulants, puisque c'est fait rapidement et puis bon, c'est comme on dit fast-food quoi.
c'est vite fait et puis vous prenez ça. Je prends du thé chez les vendeurs ambulants parce que c'est pratique. Ça me permet d'aller vite et surtout pour le boulot, ça m'évite de gaspiller peut-être 30 minutes ou bien 1 heure de temps à chauffer l'eau et à patienter. Au-delà de l'aspect pratique et rapide, beaucoup de citoyens togolais évoquent également être motivés par l'aspect économique des menus de ce mini-café mobile. Cependant, consommer du thé auprès des vendeurs ambulants n'est pas sans inconvénient. Beaucoup de consommateurs s'inquiètent surtout de l'aspect hygiénique de la marchandise et de ses contenants. Côté hygiénique, non. Je ne trouve pas ça propre, honnêtement, mais comment faire? C'est la seule solution pour l'instant qui nous permet d'aller vite. Et s'il faut tenir compte tout le temps du côté hygiénique de tout ce que nous consommons en cours de route, c'est que l'homme va finir robotisé parce qu'on va devoir faire tout à la maison et ça n'avantage pas, surtout pour ceux qui travaillent. Côté hygiénique, sans mentir, parfois il y a des personnes chez qui on achète ça, qui ne sont pas tellement propres, mais on leur fait des remarques. Moi j'ai un vendeur et qui vient souvent au boulot et à chaque fois que je remarque quelque chose qui n'est pas hygiénique, je lui dis rapidement de revoir ça rapidement pour que ça ne nous cause pas des maladies et tout ce qui va avec. Conscient de la situation et des reproches de certains consommateurs, l'un de ces vendeurs confie prendre des dispositions adéquates. Bon, ça là, il y a les gens qui vont dire que c'est propre, il y a les gens aussi qui ne disent rien. Pour ce qu'on devait laver ça, même dans la nuit là, de laver ça. Truc aussi, pour la nuit là, on va laver ça. Bon, comme les gens ne voient pas que c'est sale quoi. Généralement des jeunes en provenance des pays sahéliens, surtout du Niger, leur activité est souvent minimisée. Pourtant, elle permettrait à la majorité d'entre eux de prendre soin bien d'eux-mêmes, mais également de leur famille installée ici ou restée au pays. Alors que face au chômage, on parle d'entrepreneuriat des jeunes au Togo, qu'attendent donc ces derniers pour leur emboîter le pas? Et puis, il y a de quoi s'inquiéter. La consommation du tabac prend de l'ampleur en Afrique et est accompagnée de conséquences graves. Il faut lutter contre le phénomène et cela nécessite des mesures réglementaires promises. Comme en parle et c'est dans ce qui suit. Le phénomène de la consommation du tabac se révèle de plus en plus inquiétant dans les pays africains. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé OMS, 17 pays du continent connaîtront une croissance du taux de tabagisme d'ici 2025. Il s'agit entre autres du Congo-Brazzaville où le taux de consommation passera de 13,9% à la moitié de la population, le Cameroun qui passera de 13,7% à 42,7%. En Sierra Leone, 41,7% de la population vont se donner au tabac d'ici 2030. L'on cite également parmi les pays exposés à cette augmentation le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Ghana. La progression des industries du tabac en Afrique, illustrée par de grandes campagnes de marketing, n'est pas sans conséquence et est accompagnée de la prolifération des maladies liées au tabagisme. Fumer cause ou aggrave de nombreuses maladies, dont plusieurs peuvent diminuer la durée de vie de manière importante. L'on note entre autres les cancers de poumon, du larynx, du pharynx, les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux, l'asthme, la bronchite chronique, pour ne citer que celles-là. Le continent africain est fortement touché par les maladies liées au tabac. Pire, elles touchent les populations plus jeunes. L'on devra s'engager dans la lutte contre la consommation de ces produits dont l'impact négatif n'est plus à démontrer et à tenter d'arrêter le plus tôt possible leur hausse massive. Et il faudra prendre des dispositions pour réglementer la vente du tabac, par exemple l'interdire aux mineurs, mais aussi interdire toute publicité directe ou indirecte de ce produit. Du nouveau au Madagascar en ce qui concerne les présidentielles. André Rajoelina, le président sortant, a été réélu ce samedi avec 58,95% des voix d'après les résultats de la CENI, résultats contestés par la majorité de ses adversaires. Ambiance de fête chez les partisans de André Rajoelina à Madagascar. Le président sortant a remporté le scrutin déroulé le 16 novembre dernier. 58,95% des voix.
Cette année, au premier tour, j'ai pu quand même obtenir plus de 2 850 000 voix. Cela marque la détermination du peuple malagasy à continuer vers la voie du développement, dans la continuité. Mais bien évidemment, c'est pour cette raison que je m'engage encore plus à rattraper le retard de développement de Madagascar. Et il faut que Madagascar brille. Et maintenant, nous allons continuer à travailler, à mettre en œuvre tous les plans de développement que nous avons déjà commencé pour Madagascar. Pendant plusieurs semaines et sans répit, avant le scrutin, 10 candidats de l'opposition réunis en collectif ont manifesté avec des centaines de soutiens dans les rues d'Antananarivo. Ils dénoncent la double nationalité de Rajolina et ils ont promis continuer. Au Comores, pour ce qui est de la présidentielle de 2024, la candidature d'Azali Assoumani a été acceptée par la Cour suprême. Cette validation donne donc au président sortant en feu vert de pouvoir briguer un nouveau mandat. À retrouver dans le reportage qui suit l'atmosphère qui règne actuellement entre le parti au pouvoir et l'opposition. La Cour suprême des Comores a approuvé jeudi le projet du président sortant Azali Assoumani de briguer un nouveau mandat lors de la prochaine présidentielle prévue le 14 janvier 2024. Le président sortant Assoumani sera ainsi face à 9 opposants, parmi lesquels figure son ex-ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, mais aussi Salim Issa Abdillah du parti Joua de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, condamné à la réclusion à perpétuité pour haute trahison en 2022. Certains partisans et dirigeants de l'opposition ont promis de boycotter le scrutin en raison du manque de transparence du processus électoral et ont exigé des autorités qu'elles libèrent sans condition l'ancien dirigeant Sambi et tous les autres prisonniers politiques. Ancien officier de l'armée, Azali Assoumani est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 1999. Il a depuis remporté 3 élections. L'archipel de l'océan Indien, qui compte 800 000 habitants, a tenu sa dernière élection présidentielle en 2019. Assoumani a été déclaré vainqueur alors que l'opposition dénonçait des irrégularités, notamment l'exclusion d'observateurs indépendants et le précochage de bulletins de vote. Et pendant ce temps au Kenya, le bilan des inondations ne cesse de grimper. Aux dernières nouvelles, 8 personnes au moins se seraient noyées jeudi soir en essayant de traverser une rivière à la nage. Les dégâts matériels sont énormes et les pertes en vies humaines ont dépassé la barre des 100 personnes dans l'est du continent en général dans moins de 2 mois. Également, la région a enregistré plus de 700 déplacés d'après les estimations du Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies. Cette situation est qualifiée de phénomène d'inondation rare par les organisations humanitaires. Nous remontons au Soudan. Pour que la paix règne dans le pays, un festival multiculturel a été organisé dans la localité de Yambio. Il a rassemblé diverses cultures et est appuyé par la mission des Nations Unies dans le pays. Il vient en tant que réparateur des épreuves du passé. Suivez ce reportage pour plus de précision. Un rassemblement multiculturel à Yambio, au Soudan du Sud, a réuni plusieurs centaines de membres des communautés locales, dont des représentants de 9 groupes ethniques résidant dans la région. Chaque fois qu'il y a un conflit, c'est nous qui en souffrons, les mères et les enfants. Nous avons vraiment besoin de paix. Nous devons vivre en paix chaque jour. Nous voulons que nos enfants grandissent dans un bon environnement afin qu'ils puissent recevoir une éducation et prendre notre relève en tant que futurs dirigeants. Ce festival, soutenu par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, a offert aux participants un spectacle de chant, de danse et un concert d'instruments de musique variés. Le but étant de valoriser les traditions des différentes communautés ethniques de Yambio, capitale de l'État d'Équatoria occidental. De tels événements apporteront la paix entre les communautés et au Soudan en général. C'est ce que nous souhaitons vraiment. Nous devons être unis. Et si tout se passe bien, la paix régnera. C'est la paix tout court. Nous réclamions la paix. Et nous voici dans l'unité et la paix. Toutes les tribus sont unies.
La mission des Nations Unies au Soudan du Sud, l'UNMISS, et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports souhaitent démontrer que la culture apporte la paix et l'unité. Emmanuel Dukundane, officier des affaires civiles de la mission de maintien de la paix, est convaincu de l'importance de ce type d'événement. Cette célébration vise à démontrer nos différences, notre variété, notre diversité en termes de culture. Et l'objectif est d'être heureux. Et grâce à ce bonheur, nous pouvons promouvoir la cohésion sociale. Nous pouvons nous connaître davantage, nous apprécier davantage et oublier les épreuves du passé. Dans la région de l'Équatoria, au Soudan du Sud, l'intensification de la violence au cours de ces derniers mois a chassé des milliers de personnes de leur foyer, dispersant les familles et les communautés. Nous restons toujours au Soudan pour parler des élections présidentielles qui se préparent. Eh bien, la tenue effective de ces élections est remise en cause en raison de la situation politique qui est assez compliquée dans le pays. On écoute l'envoyé spécial de l'ONU, Nicolas Haysom, se prononcer sur la situation. Les élections présidentielles sont prévues pour fin 2024 au Soudan du Sud. Un scrutin qui s'annonce mal en raison d'entraves aux libertés publiques, les Nations Unies interpellent. Il sera impossible d'envisager des élections libres, équitables et crédibles en décembre 2024, à moins que tous les partis, dirigeants et parties prenantes sud-soudanais ne prennent le taureau par les cornes pour s'entendre sur des mesures cruciales d'ici le premier trimestre 2024. Il s'agit des premiers scrutins dans ce pays depuis son indépendance du Soudan en 2011. Selon les Nations Unies, une meilleure organisation est nécessaire. Permettez-moi de souligner que les élections ne sont pas un événement d'une journée, mais un processus qui intègre des décisions délibérées et réfléchies avant, pendant et après le scrutin. Tous ces processus doivent bénéficier de l'adhésion et du soutien total des Sud-Soudanais, en particulier dans le cas d'un pays sortant d'un conflit qui divise. Les autorités sud-soudanaises sont régulièrement pointées du doigt pour des atteintes aux libertés publiques et la répression des voix dissonantes. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.